L'hôtel Crillon, situé au cœur de Paris, est un emblème de luxe et d'histoire. Construit en 1905, il a été le théâtre d'événements extraordinaires. Mais rares sont ceux qui connaissent la véritable malédiction qui le hante. Pour René, journaliste déterminé à percer les secrets de l'un des hôtels les plus luxueux du monde, l'histoire qu'il découvrira dépassera de loin tout ce qu'il avait imaginé. Dès qu'il franchira les portes du Crillon, René se retrouvera pris dans un tourbillon de mystères, de terreur et de sacrifices qui bouleversera sa vie à jamais. Si vous aimez les histoires mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune aventure palpitante. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer et partagez cette histoire avec vos amis. Découvrons ensemble le secret de Crillon. René Dufresne, un journaliste de 28 ans qui arrive à Paris avec l'immense ambition de rédiger son premier grand reportage. Déterminé, sceptique et rationnel, il possède les qualités requises pour enquêter sur le mystère qui entoure le hôtel Crillon, l'hôtel le plus luxueux de la ville, mais aussi le plus énigmatique. René pense qu'il s'agit simplement d'un hôtel de renom parmi d'autres, mais une intuition le pousse à enquêter sur les rumeurs d'une malédiction qui hante les lieux. L'antagoniste de cette histoire n'est pas une personne, mais la nature elle-même. Hôtel Crillon et son histoire maudite. L'hôtel, ouvert au XVIIIe siècle, est un écrin de luxe et de glamour, mais au fil des ans, de nombreux clients ont mystérieusement disparu ou sont morts dans des circonstances inexpliquées. De vieilles histoires racontent que le Crillon recèle des secrets que personne n'ose percer et que ceux qui s'y aventurent en perdent le prix fort. La malédiction semble avoir été inventée par certains, mais peu à peu, René découvrira qu'il y a quelque chose de bien réel et de dangereux derrière tout cela. René, un homme moderne et scientifique du début du XXe siècle, se retrouve plongé dans un monde où l'ancien se mêle au surnaturel. Le Crillon, symbole de raffinement et d'opulence, devient le théâtre d'un contraste saisissant entre le luxe et la beauté extérieure, et l'obscurité et le mystère qui se dissimule derrière ses portes. À chaque nouveau couloir qu'il traverse, une tension croissante s'installe en lui, comme s'il était observé par des forces invisibles. L'hôtel est fréquenté par une clientèle raffinée et un personnel réservé qui ne s'étend pas sur ce qui s'y passe réellement. Nombre d'entre eux semblent vivre en marge du surnaturel, menant une vie indifférente. Mais René perçoit un étrange lien entre eux. Tous évitent certaines parties de l'hôtel, et aucun n'ose aborder le passé qui hante le Crillon. Le conflit central de l'histoire est la quête de René pour découvrir la vérité sur le Crillon et les mystères qui l'entourent. Au départ, René pense que l'hôtel n'est qu'un vestige du passé, mais à mesure qu'il enquête sur les disparitions et les morts, il se retrouve plongé dans quelque chose de bien plus vaste et dangereux. L'hôtel semble posséder une énergie propre, et chaque révélation le contraint à se confronter à l'impossible. En enquêtant sur le journal intime d'un client disparu, René commence à relier les indices et à comprendre que la malédiction est bien réelle. Mais ce faisant, il se retrouve lui aussi impliqué dans cette histoire, risquant sa propre vie pour découvrir ce qui est arrivé à ceux qui ont disparu avant lui. Au cours de ses investigations, René découvre un vieux journal intime ayant appartenu à un client de l'hôtel en 1860. Ce journal relate d'étranges événements. Des chuchotements nocturnes, des portes qui s'ouvrent toutes seules et des ombres qui se déplacent sans explication. Or, la dernière page est déchirée. Ce détail attise encore davantage la curiosité de René. Qu'est-il arrivé à ce client? En savait-il trop et a-t-on tenté de le réduire au silence? Ou bien y a-t-il quelque chose d'encore plus sombre que René ignore encore? Ce mystère alimentera son enquête, l'entraînant dans une dangereuse aventure où il commencera à douter de sa propre santé mentale. Pensez-vous que le journal trouvé par René contienne suffisamment d'informations pour percer le mystère de la malédiction de Crillon? Que révèle la dernière page déchirée? Partagez votre avis dans les commentaires. René entreprend d'explorer les différentes ailes de l'hôtel Crillon, chacune imprégnée d'histoire et d'une atmosphère singulière.
L'hôtel, avec son architecture imposante et ses détails raffinés, est le reflet de la haute société française du XIXe siècle. Mais derrière ces murs ornés se cache une sombre vérité. Le hall est décoré de lourds rideaux, de tableaux anciens et de lustres qui témoignent du luxe, mais aussi du poids d'années d'histoire tue. En discutant avec le personnel de l'hôtel, René se rend compte qu'ils ont tous un point commun. Ils évitent d'évoquer le passé et de mentionner certaines chambres et certains couloirs. Le concierge, un homme d'âge mûr, nommé Jacques, est particulièrement réservé. Lorsque René tente de l'interroger sur les étranges événements survenus à l'hôtel, Jacques détourne le regard et change rapidement de sujet. Mais il y a quelque chose dans le regard de Jacques qui fait comprendre à René qu'il en sait bien plus qu'il ne veut bien le dire. Parmi les autres personnages que René rencontre, l'un d'eux se distingue. Elisabeth, une habituée de l'hôtel depuis des années, est une femme d'âge mûr, élégante et raffinée, mais dont le regard est empreint d'une profonde tristesse. Au fil de leur conversation, elle évoque avec regret le souvenir d'une tragédie qui a jadis frappé l'hôtel et la nécessité de ne jamais révéler certaines choses. Malgré sa cordialité apparente, elle laisse transparaître de la peur dans ses yeux. À plusieurs reprises, elle tente de dissuader René de poursuivre son enquête. Un autre personnage est Madame Lefebvre, une vieille dame qui a grandi à l'hôtel et en connaît des histoires que peu d'autres connaissent, tient un petit café au sous-sol du Crillon, où René vient se renseigner. Quand il prononce le mot « malédiction », elle reste longtemps silencieuse, puis, avec un profond soupir, dit « La malédiction du Crillon ne concerne pas l'hôtel, mais ceux qui osent chercher la vérité. » L'histoire de l'hôtel Crillon remonte à son inauguration au XVIIIe siècle, lorsque le roi Louis XV ordonna sa construction pour servir de lieu de résidence à l'aristocratie française. Mais ce que peu savent, c'est qu'en 1791, pendant la Révolution française, un groupe de révolutionnaires s'y réfugia et qu'une série de meurtres mystérieux y furent commis. Ces meurtres ne furent jamais complètement élucidés, et beaucoup croient que les esprits des victimes hantent encore les couloirs de l'hôtel. La culture parisienne de l'époque a également influencé le récit. L'aristocratie parisienne était divisée entre ceux qui recherchaient le plaisir et ceux qui étaient conscients de la décadence qui planait sur la ville. Le Crillon, avec ses fêtes et ses bals fastueux, devint le symbole de cette dualité. Mais parallèlement, la ville connaissait une tension croissante, alimentée par les nouvelles de la Révolution, qui instaurait un climat de peur et de paranoïa. René commence à comprendre comment ces événements passés influencent encore les actions des personnages actuels. Il s'intéresse particulièrement à la façon dont les employés, tels que Jacques et Madame Lefebvre, semblent être figés dans ce passé, comme si l'hôtel les avait marqués, les empêchant d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui, selon vous, retient le personnel de l'hôtel Crillon si attaché au passé? Cache-t-il quelque chose ou craignent-ils simplement les vieilles histoires? Partagez votre avis dans les commentaires. René commence à se rendre compte qu'au fil de son enquête, l'hôtel Crillon semble réagir à ses actions. D'abord, il croit à de simples coïncidences, mais bientôt, d'étranges phénomènes se produisent. Au deuxième étage, les lumières se mettent à clignoter dès qu'il traverse un couloir précis. Il entend des bruits de pas derrière lui, même lorsqu'il est seul. Une atmosphère de mystère et de paranoïa s'installe, et il a l'impression d'être épié à chaque mouvement. Le malaise est palpable. Le premier grand rebondissement survient lorsque René découvre une lettre cachée dans le vieux journal intime. Elle est signée d'un nom qu'il a déjà entendu, mais il ne parvient pas à se souvenir d'où. Ce nom est Jean-Marc Versier. La lettre fut écrite en 1865, un an après la tragédie survenue à l'hôtel. René comprend que cet homme enquêtait sur les mêmes mystères que lui et que ses recherches lui ont coûté la vie. La lettre évoque un secret enfoui dans les fondations du Crillon, mais la phrase s'interrompt brusquement, sans conclusion. À mesure que l'enquête de René s'approfondit, il devient obsédé par la lettre et par l'idée que le secret caché dans l'hôtel est plus profond qu'il ne l'imaginait. Il commence à se demander si la malédiction est réelle
ou s'il n'est pas simplement victime de sa propre paranoïa. La peur devient une force tangible dans sa vie et il se coupe de ses amis et de la société parisienne, s'isolant dans l'hôtel. Cependant, chaque indice que René découvre semble l'éloigner davantage de la vérité. Une nuit, il suit une piste qui le mène au sous-sol de l'hôtel. Parvenu à une pièce secrète, il découvre une série de vieux tableaux représentant des événements des siècles passés, mais l'un d'eux paraît inachevé. Il y distingue le portrait d'un homme, probablement Jean-Marc Versier, et en y regardant de plus près, il aperçoit un étrange symbole à l'arrière-plan, un symbole qu'il avait déjà vu sur d'autres objets de l'hôtel. Cependant, la tentative de René d'en savoir plus sur ce symbole est interrompue par l'intervention du concierge, Jacques. D'un ton grave, Jacques l'avertit qu'il s'approche dangereusement et qu'il y a des objets dans l'hôtel qu'il ne faut surtout pas toucher. René, plus déterminé que jamais, essaie d'obtenir davantage d'informations de Jacques, mais ce dernier refuse de parler. Il lui conseille de quitter l'hôtel avant qu'il ne soit trop tard. La tension monte chez René. Il se trouve face à un dilemme, ignorer les avertissements et poursuivre son enquête, ou céder à la peur et abandonner. Mais il ne peut s'arrêter, quelque chose en lui l'en empêche, et il sait qu'il ne découvrira la vérité qu'en continuant, même si cela signifie affronter les dangers que l'hôtel semble lui réserver. Le conflit intérieur de René s'intensifie. Il commence à douter de sa propre santé mentale. Il est hanté par des cauchemars récurrents, peuplés d'images de l'hôtel, des couloirs interminables, des portes qui se referment toutes seules, des silhouettes menaçantes qui l'observent. Sa perception de la réalité se trouble, et il se demande s'il est manipulé par les forces de Crillon ou s'il sombre simplement dans la folie, obnubilé par son enquête. Il commence à comprendre que la malédiction peut non seulement tuer, mais aussi consumer l'esprit de ceux qui osent affronter la vérité. À chaque pas qu'il fait vers la révélation, il a de plus en plus l'impression de perdre le contrôle de ses pensées. Le mystère, jadis séduisant, lui apparaît désormais comme un piège implacable. Que pensez-vous que René devrait faire? Ignorer les avertissements et poursuivre l'enquête, ou tenter de quitter Crillon avant qu'il ne soit trop tard? Donnez votre avis dans les commentaires. Alors que René poursuit ses recherches, d'autres histoires et personnages commencent à s'entremêler à son enquête. L'une de ses intrigues secondaires concerne Elisabeth, la cliente que René a rencontrée au début de son séjour, commence à lui paraître mystérieuse et attirante, mais il a aussi le sentiment grandissant qu'elle en sait plus sur l'hôtel qu'elle ne veut bien le révéler. Elisabeth commence à le contacter plus fréquemment et leurs conversations deviennent de plus en plus tendues. Elle lui raconte la perte de sa famille dans un incendie et comment l'hôtel fut le dernier endroit où elle les a vus. Elle soupçonne que la malédiction de Crillon soit liée à la tragédie qui a bouleversé sa vie, mais elle n'a jamais eu le courage d'enquêter. À chaque rencontre avec René, elle dévoile des bribes de son histoire, comme si elle s'autorisait enfin à affronter les démons de son passé. Mais sa proximité avec René le met aussi en danger, car elle commence, sans le savoir, à influencer ses décisions. Parallèlement, une autre intrigue secondaire commence à se dessiner. Madame Lefebvre, la vieille dame qui travaille au café du sous-sol, confie à René, dans un moment de sincérité, que plusieurs anciens employés de l'hôtel ont commencé à disparaître après avoir tenté de percer le mystère du sombre passé du Crillon. Madame Lefebvre raconte que, dans ses premières années à l'hôtel, elle a rencontré Jean-Marc Versier, l'invité, mentionné dans le journal que René a trouvé, et qui était sur le point de faire une découverte capitale lorsqu'elle a mystérieusement disparu. Elle lui parle également d'une ancienne salle souterraine, désormais abandonnée, laissant entendre que la clé de tout s'y trouve peut-être. Le temps devient un facteur crucial dans l'enquête de René. Il a l'impression d'être engagé dans une course contre la montre. L'hôtel devient de plus en plus hostile, et il ne sait plus s'il est simplement victime d'une manipulation mentale ou si un phénomène véritablement surnaturel est à l'œuvre. Il devient évident que la malédiction qui pèse sur l'hôtel empêchera les enquêteurs de révéler son secret sans en payer le prix fort.
René découvre un lien entre le hall souterrain et les morts mystérieuses qui surviennent à l'hôtel. Il trouve une salle d'archives oubliée, où sont conservés les dossiers des anciens clients. Il y découvre que tous ceux qui ont mené une enquête approfondie sur le passé de l'hôtel, comme Jean-Marc, ont fini par disparaître ou mourir dans des circonstances mystérieuses. Il commence à comprendre que l'hôtel lui-même est une entité qui se nourrit de la curiosité de ses visiteurs, et plus il en saura, plus il lui sera difficile d'échapper à son emprise. Entre-temps, la relation de René avec Elisabeth se complexifie. Elle lui demande d'arrêter ses recherches, lui révélant qu'elle a tout perdu en tentant de comprendre ce qui est arrivé à sa famille. Elle craint qu'il ne subisse le même sort que les autres, qui se sont aventurés trop loin dans l'hôtel. Mais René, obsédé par la vérité, refuse d'abandonner. Dans un ultime geste de désespoir, Elisabeth tente de le convaincre de quitter l'hôtel avec elle. Elle lui révèle enfin le secret qu'elle a gardé si longtemps. Elle est liée à la malédiction de Crillon. Elle et sa famille ont joué un rôle important dans les événements tragiques survenus à l'hôtel. Elle ignore tous les détails, mais elle sait que sa survie est liée à ce que René est sur le point de découvrir. Que pensez-vous que René va faire maintenant? Continuer sa quête de vérité ou quitter l'hôtel avec Elisabeth pour éviter un destin tragique? Donnez votre avis en commentaire. René, déterminé à percer le secret du Crillon, se décide enfin à descendre dans le hall souterrain mentionné par Madame Lefebvre. Il est persuadé d'y trouver toutes les réponses. Il s'engage dans un long couloir obscur et, tandis que l'atmosphère s'alourdit, René ressent une présence oppressante autour de lui, comme si l'hôtel lui-même tentait de l'empêcher d'avancer. Arrivé devant l'entrée de la pièce secrète, il constate que la porte est verrouillée, mais une force intérieure le pousse à poursuivre. Il découvre une clé dissimulée dans un vieux tableau et, partagé entre soulagement et appréhension, ouvre la porte. Ce qu'il découvre à l'intérieur dépasse de loin tout ce qu'il avait imaginé. Le hall souterrain regorge de meubles anciens et d'un décor fastueux, mais ce qui attire le plus l'attention de René est une immense tapisserie murale qui semble représenter une scène historique. En l'examinant de plus près, il s'aperçoit que le tissu dissimule une entrée secrète menant à une petite pièce derrière le mur. À l'intérieur, René découvre un objet d'une valeur inestimable, une horloge ancienne au dos, une inscription dit « Le temps est le prix à payer ». René prend la montre avec hésitation et un frisson le parcourt. En manipulant la montre, René est soudain transporté dans une vision du passé. Il voit la silhouette de Jean-Marc Versier. Jean-Marc découvrit le journal intime d'un client dont il comprit que ce dernier était sur le point de faire une découverte cruciale avant de disparaître. Lui aussi cherchait à comprendre l'origine de la malédiction qui pesait sur l'hôtel, mais ce qu'il découvrit le bouleversa. L'horloge, semble-t-il, a le pouvoir de révéler les secrets les plus profonds du Crillon. Mais elle est aussi une sorte de marqueur du destin. La vision révèle que la malédiction est liée à une série d'anciens pactes conclus par les propriétaires de l'hôtel pour assurer la richesse et le succès du Crillon, des pactes exigeant des sacrifices humains. Chaque client disparu ou décédé au sein de l'hôtel était en réalité victime du pacte originel. L'horloge est la clé pour briser la malédiction, mais quiconque tente de l'utiliser risque d'être englouti par l'histoire de l'hôtel et contraint de devenir un instrument de son complot. René, qui croyait jusqu'alors enquêter sur un mystère historique, se trouve désormais à la croisée des chemins. Il ne peut plus nier ce qu'il a vu. L'horloge et la tapisserie prouvent que le Crillon n'est pas un simple hôtel de luxe, mais une prison qui retient les âmes de ceux qui osent chercher la vérité. Le tournant est clair. La malédiction n'est pas qu'une légende. Et René y est désormais directement impliqué. Face à la gravité de cette révélation, René commence à douter de tout ce qu'il croyait. Sa quête de vérité, au lieu de le libérer, l'a plongé dans une situation encore plus périlleuse. Il sait qu'il est désormais trop tard pour faire marche arrière. Il tente de quitter le hall, mais s'aperçoit que les portes ont disparu. L'hôtel lui est désormais complètement inaccessible. La sensation de claustrophobie s'intensifie lorsqu'il comprend que le Crillon le tient prisonnier et qu'il n'y a aucune issue.
Les silhouettes menaçantes qui le poursuivent semblent se rapprocher, et il commence à comprendre que sa survie dépend de sa capacité à gérer le temps et les connaissances qu'il vient d'acquérir. René comprend enfin que, pour échapper à la malédiction, il devra faire un sacrifice qu'au fond de lui, il refuse d'accepter. Il est confronté à un choix impossible: révéler la vérité au monde et se condamner lui-même, ou garder le secret et vivre une vie marquée par la culpabilité et la peur. Le combat intérieur de René prime désormais sur la quête de la vérité, car il doit décider jusqu'où il est prêt à aller pour survivre. Que feriez-vous à la place de René? Révéleriez-vous la vérité sur le crayon au risque d'être consumé par la malédiction? Ou garderiez-vous le secret et vivriez-vous avec la culpabilité? Partagez votre avis en commentaire. Après la révélation du secret du crayon et son contact avec l'horloge maudite, René subit une transformation viscérale. Il porte désormais le poids du savoir, mais aussi l'ombre de la malédiction. L'hôtel semble s'animer, ses murs respirent et ses couloirs s'étirent comme un labyrinthe sans fin. La sensation de claustrophobie s'intensifie à chaque pas et il comprend qu'il n'est plus seul. Le crayon l'observe maintenant de ses yeux invisibles et il devient partie intégrante de l'histoire de la malédiction qu'il cherchait désespérément à percer. Le personnel de l'hôtel, jusque-là de simples personnages mystérieux, commence à se comporter étrangement. Jacques le concierge traite désormais René avec un respect presque révérencieux, mais son comportement a quelque chose de sinistre. Il ne s'enquiert plus de l'enquête de René, mais le surveille d'un œil inquiet, comme s'il savait que le jeune journaliste est désormais irrémédiablement lié au destin du crayon. Madame Lefebvre, le propriétaire du café, évite désormais même de regarder René, comme s'il représentait une menace pour la stabilité de l'hôtel. L'hôtel commence à réagir plus directement aux agissements de René. Le bruit des pas qu'il entendait autrefois est désormais accompagné de soupirs et de rires étouffés, comme si des fantômes du passé communiquaient avec lui. Il sent une présence froide et pesante le suivre partout, et même les clients les plus âgés semblent l'éviter, murmurant des mots en français qu'il ne comprend pas. L'impact le plus important de la découverte de la malédiction et du contact avec l'horloge réside non seulement dans le danger physique, mais aussi dans détérioration mentale. L'histoire de René commence à se dévoiler. Il se met à douter de sa propre santé mentale, aux prises avec des visions et des murmures provenant de l'hôtel. La frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, et il peine à déterminer si ces expériences sont le fruit de son esprit perturbé ou si l'hôtel est véritablement possédé par des forces qui le dépassent. Par une nuit particulièrement agitée, René est réveillé par un bruit fort provenant du couloir. Il se lève, mais lorsqu'il regarde par la fenêtre, il voit une figure fantomatique. Il se tient devant le miroir du hall principal. Lorsqu'il entre en courant dans le hall, la silhouette disparaît, mais il découvre messages écrits sur les murs. La vérité a un prix. Cette rencontre marque un tournant pour René. Il sait que l'hôtel réagit désormais à sa présence. Et cela va bien au-delà de la simple peur, c'est une lutte pour la survie, pour sa santé mentale et pour l'avenir de son âme. La relation de René avec Elisabeth subit une profonde transformation. Celle qui, auparavant, semblait craindre l'hôtel, paraît désormais presque prédestinée à un sombre destin. Elle devient une alliée précieuse, aidant René à percer les secrets de l'établissement. Cependant, à l'approche du dénouement de leur quête, René commence à comprendre qu'Elisabeth, comme lui, est consumée par la malédiction. Elle devient de plus en plus pâle et épuisée, et son comportement change. Obsédée par le passé et la perte de sa famille, elle est consumée au point d'avoir des visions et de douter de sa propre santé mentale. Elisabeth, qui semblait auparavant hésitante, prend désormais des décisions désespérées pour tenter de détruire ce qui reste de la malédiction, même si cela implique des sacrifices que René ne peut accepter. René, désormais pris dans le conflit entre sa quête de vérité et les dangers qu'elle engendre, se trouve confronté à un choix qui le force à remettre en question son rôle de protagoniste. Il sait qu'il ne peut plus faire marche arrière,
Mais en même temps, son lien avec l'autel le rend de plus en plus vulnérable. La frontière entre simple observateur et victime de l'autel s'estompe, et il se retrouve face à un dilemme moral. Doit-il continuer à chercher des réponses et risquer de perdre la raison et la vie? Ou doit-il renoncer et tenter de vivre avec le poids du savoir qu'il porte en lui? René commence à comprendre que le Crillon n'est pas seulement un autel maudit, c'est un ennemi vivant qui se nourrit des désirs et des espoirs de ceux qui franchissent ses portes. Toute tentative d'évasion semble vouée à l'échec, et l'autel trouve toujours un moyen de vous y ramener, par des voies toujours plus tortueuses. Pensez-vous que René devrait continuer à lutter contre la malédiction, ou est-il trop tard pour s'échapper de l'autel? Donnez votre avis en commentaire. René atteint un point d'épuisement physique et émotionnel. Il n'est plus l'homme rationnel et logique arrivé à Paris quelques mois auparavant. Son obsession pour l'autel et pour la malédiction qu'il croyait n'être qu'une légende le consume désormais. Pourtant, une part de lui refuse encore de se soumettre totalement. Il sent que s'il parvient à comprendre les véritables mécanismes de la malédiction, il pourra la briser et ainsi trouver une forme de liberté, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Élisabeth, qui sombre elle aussi dans cette même obsession. Mais l'autel n'est pas qu'un labyrinthe physique. Il est le reflet de ce que René porte en lui, ses peurs, ses doutes et sa quête incessante de la vérité, même lorsque cette vérité menace de le détruire. Il doit affronter la fragilité de sa santé mentale. Tout au long de ce voyage, René commence à comprendre que le combat contre Crillon n'est pas seulement une lutte extérieure, mais aussi une lutte intérieure contre son propre courage et sa propre peur. Par une nuit particulièrement sombre, après une dispute avec Élisabeth, René décide d'affronter la peur qui le ronge. Il retourne dans le hall souterrain, là où tout a commencé. Là, il prend la décision la plus difficile de sa vie. Il apprivoisait le pouvoir de l'horloge. Non plus comme une échappatoire, mais comme un symbole de son acceptation de ce qui lui arrive. Il comprend qu'il ne peut changer ce que représente l'autel, mais qu'il peut au moins choisir comment y réagir. Assis au centre de la pièce, René médite sur sa vie et sur le chemin qui l'a mené jusqu'ici. Il se souvient des choix qui l'ont conduit au Crillon, des personnes qu'il a laissées derrière lui et des sacrifices qu'il a consentis au nom de son ambition et de la quête d'une grande histoire. C'est à ce moment précis que René commence à se libérer intérieurement. Il comprend que le véritable défi n'est pas de s'échapper de l'autel, mais dépasser ses propres limites de son esprit et de la peur qui le domine. Lorsque René comprend que la malédiction de l'autel est liée non seulement à une force extérieure, mais aussi à un système de croyances et d'actions humaines, son point de vue change. Il ne cherche plus la destruction de l'autel ni la fuite, mais plutôt une forme de réconciliation avec ce que représente le Crillon. Il décide qu'au lieu de lutter contre l'autel, il va accepter l'histoire, ses défauts, ses horreurs et la perte qu'il engendre, et trouver la force d'aller de l'avant. René commence à comprendre que, pour rompre le cycle de la souffrance, il ne peut plus rester un spectateur passif de la tragédie de Crillon. Il doit être un acteur, agent de changement dans sa propre vie. Il affronte ses peurs et ses faiblesses les plus profondes avec une nouvelle perspective de courage. Ce faisant, il commence à ressentir un sentiment de libération émotionnelle, comme si elle était enfin prête à affronter son destin, quel qu'il soit. René retourne alors à l'autel, non plus en quête de fuite, mais en homme ayant déjà affronté ses propres peurs. Il retrouve Élisabeth et bien qu'elle soit encore sous l'emprise de la malédiction, il la voit différemment. Il sait qu'elle ne sera pas épargnée par le destin tragique de l'autel, mais il sait aussi qu'en acceptant la vérité sur le Crillon et sur lui-même, il pourra enfin « libérer ton âme ». Le moment de grande évolution personnelle de René survient lorsqu'il décide de ne plus fuir, mais d'accepter les conséquences de sa quête. Il comprend enfin que la malédiction de Crillon n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, mais d'acceptation et de résilience face à l'adversité. Il a le pouvoir de renouveler votre propre vision de la vie même, si cela signifie sacrifier leurs espoirs d'un avenir normal.
Pensez-vous que la véritable force de René réside dans son acceptation de la malédiction, ou devrait-il tenter de détruire l'autel et de s'échapper? Partagez votre avis dans les commentaires. Alors que René approche d'une résolution intérieure concernant la malédiction, il commence également à comprendre que ses relations doivent être réajustées avant le dénouement. Élisabeth, toujours prisonnière de son obsession pour la vérité sur l'autel, commence enfin à comprendre qu'il n'y a pas d'échappatoire au cycle qui les emprisonne. Elle s'approche de René et, dans un moment de lucidité, lui révèle quelque chose de crucial. L'horloge trouvée par René n'est pas seulement la clé du secret du Crillon, mais aussi un moyen de briser le cycle de la mort et de la souffrance. Elle explique que, par le passé, une famille propriétaire du Crillon utilisait l'horloge pour conclure des pactes avec des forces surnaturelles, offrant des vies humaines en échange de la réussite et de la prospérité de l'autel. Or, celui qui possédait l'horloge était aussi le seul à pouvoir rompre ce cycle, mais le seul moyen d'y parvenir était sacrifice ultime. En entendant cela, René ressent tout le poids de ses choix. Il sait qu'il ne peut quitter le Crillon sans faire ce choix, et la décision d'agir devient une question morale et existentielle. Il comprend que, même si l'autel a prospéré grâce au sacrifice, il existe peut-être un moyen de l'utiliser à d'autres fins. Libérer tous ceux qui restent emprisonnés, à ta malédiction. Alors que René se prépare à faire un choix décisif pour son destin, il réalise que le temps presse. L'autel semble s'animer à mesure qu'il se rapproche de la vérité, et les fantômes du passé l'observent, attendant sa décision finale. La présence de Jean-Marc Versier, l'invité dont René a trouvé le journal, devient encore plus présent. Dans ces moments d'introspection, René a l'impression que Jean-Marc est à ses côtés, comme si l'esprit de cet homme tentait de le guider vers le moment décisif. Il comprend alors que l'horloge et les fantômes de l'autel ne sont pas de simples entités. Ils sont le reflet de peur et regret de tous ceux qui ont été impliqués avec Crillon. Pendant ce temps, la malédiction semble consumer l'autel de l'intérieur. L'atmosphère autour de René devient de plus en plus oppressante, comme si l'autel lui-même se préparait à l'affrontement final. Les couloirs paraissent interminables, et les ombres qui le suivent deviennent plus tangibles, plus agressives. Il sait qu'en prenant sa décision finale, il ne se contentera pas de défier l'autel, mais se confrontera aussi à lui-même, le destin qu'il cherchait désespérément à comprendre. Pensez-vous que René fera le sacrifice nécessaire pour libérer tout le monde de Crillon, ou sera-t-il consumé par la malédiction en tentant de s'échapper? Donnez votre avis en commentaire. L'atmosphère à l'hôtel Crillon atteint son paroxysme. René, l'horloge entre les mains et les révélations de la malédiction à portée de main, se trouve face à un point de non-retour. L'hôtel, qui semblait n'être qu'un lieu de luxe et d'histoire, se présente désormais comme une véritable prison, reflet des âmes qu'il a emprisonnées au fil des siècles. Les murs semblent palpiter, l'air se sature, comme si l'espace lui-même attendait la décision de René. Dans une ultime tentative pour échapper au destin qui l'attend, René se dirige vers le hall souterrain, cœur de l'hôtel. Les ombres qui l'ont hanté tout au long de son périple s'intensifient, et le poids de la malédiction le pèse plus que jamais. Il sait que l'heure est venue. Le sacrifice qu'il doit faire est un choix qui engage sa propre vie ou celle d'un autre. Au centre du hall, René rencontre Élisabeth elle aussi, et désormais plongée dans l'angoisse. Elle le regarde, les yeux marqués par l'épuisement et la peur. Elle comprend enfin l'enjeu et la véritable nature du Crillon. Elle sait que, pour briser la malédiction, quelqu'un devra payer le prix ultime. La tension entre eux est palpable, car aucun ne veut céder, mais tous deux savent que le seul moyen de mettre fin à la malédiction est de faire un sacrifice. René montre à la main, regarde Élisabeth et, un bref instant, souhaite pouvoir les sauver tous les deux. Mais la vérité est inéluctable. L'autel exige un sacrifice. En observant la montre, il relit l'inscription qu'il avait lue plus tôt. Le temps est le prix à payer. Quel que soit son choix,
Il sait que sa vie ou la sienne sera le prix à payer pour briser la malédiction. Élisabeth, désespérée, tente de le convaincre d'utiliser la montre autrement. Elle lui suggère de la détruire et de mettre fin au cycle, une fois pour toutes. Mais René, déjà consumé par l'obsession et la révélation de ce que représente l'autel, sait que seul le sacrifice peut y mettre un terme. Il observe Élisabeth, y lisant la peur, mais aussi une douloureuse acceptation de la vérité. Elle savait, comme lui, que l'autel ne laisserait personne partir sans en payer le prix. René, dans un moment de lucidité déchirante, fait son choix. Il décide qu'en fin de compte, le sacrifice sera le sien. Il comprend que, pour sauver Élisabeth et libérer le Crillon de sa malédiction, il doit en payer le prix, un prix accumulé au fil des siècles et qui s'achève désormais avec lui. Au moment où René actionne le mécanisme de l'horloge, une lumière intense et aveuglante envahit le hall. Les murs de l'autel se mettent à trembler et les fantômes du passé, dont les âmes étaient emprisonnées, commencent à se dissoudre, libérés de leurs tourments. René sent son corps aspirer dans les ténèbres, mais simultanément, un sentiment de soulagement l'envahit. Il sait qu'en faisant ce sacrifice, il sauve Élisabeth et peut-être d'autres âmes. Élisabeth, témoin de la métamorphose de René, tente de l'arrêter. Mais il est trop tard. L'autel semble exploser dans un tourbillon de lumière et d'ombre. Puis, dans un dernier soupir, le Crillon commence à s'effondrer. Les chaînes qui retenaient les esprits prisonniers se brisent, et l'autel, désormais dépourvu de son énergie maléfique, commence à disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Dans ces derniers instants, René aperçoit Élisabeth au loin, en larmes, tandis qu'il s'éloigne, englouti par les ténèbres de l'autel. Il sent la vie l'abandonner, mais d'une certaine manière, il trouve la paix. Il savait qu'en sacrifiant sa vie, le mal qui hantait le Crillon était enfin vaincu. Il devient un souvenir, une histoire qui sera racontée comme faisant partie de l'héritage de l'autel, mais non comme la tragédie qu'il a engendrée. Que pensez-vous du sacrifice de René? A-t-il fait le bon choix en risquant sa vie pour sauver Élisabeth et libérer l'autel? Ou aurait-il dû trouver un moyen de s'échapper sans payer ce prix? Partagez votre avis dans les commentaires. L'autel Crillon, désormais vide et en ruine, est méconnaissable. L'opulence qui le caractérisait a été engloutie par les ténèbres et la malédiction à laquelle René s'est confronté dans sa quête de vérité. L'histoire, qui a débuté par une recherche de l'inconnu, s'achève sur la perte, mais aussi sur la rédemption. Le sacrifice de René n'a pas été vain. Il a non seulement libéré Élisabeth des griffes de l'autel, mais aussi brisé la malédiction qui emprisonnait les âmes de tant d'autres. Élisabeth, désormais libre, arpente les ruines du Crillon. Le poids de la perte pèse encore sur son cœur, mais une paix qui lui semblait autrefois impossible l'envahit. Elle savait que René avait fait l'ultime sacrifice pour elle, et d'une certaine manière, elle sent sa présence dans chaque recoin de l'autel. Il a peut-être disparu physiquement, mais son essence demeure dans les ombres qui se dissipent enfin. Avec la disparition du Crillon et de sa malédiction, Élisabeth découvre une nouvelle liberté. Elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même, car la perte de René l'a profondément transformée. Mais elle comprend aussi que, contrairement à ce qu'elle imaginait, ce n'est pas la douleur de la perte qui la définit, mais le courage d'aller de l'avant. Elle décide de quitter Paris, non plus comme une femme marquée par la tragédie, mais comme une personne qui porte désormais la responsabilité d'honorer la mémoire de René et de toutes les âmes qui ont souffert au Crillon. Elle voyagera, se détachant de tout ce qui lui rappelle l'autel, en quête d'une nouvelle vie. René, bien que disparu du monde physique, laisse derrière lui un héritage de courage et de sacrifice. Son histoire restera gravée dans les mémoires, non comme celle d'un journaliste en quête de vérité, mais comme celle d'un homme qui s'est consacré corps et âme à sa mission de libération, même au péril de sa vie. Son nom entrera dans la légende du Crillon, symbole de la lutte contre les forces invisibles et contre la mort elle-même. Alors que le Crillon s'effondre, une paix intérieure s'installe.
La malédiction est brisée, mais l'histoire et les sacrifices resteront gravés dans la mémoire de ceux qui connaissaient la vérité. Le combat intérieur de René, ses peurs et ses épreuves prennent fin. S'il n'a pas survécu physiquement, son combat pour la liberté et la vérité résonne désormais dans chaque recoin de l'histoire de l'hôtel. Le Crillon, désormais en ruine, est finalement laissé à l'abandon, tel un reliquaire de mystère dévoilé. Mais, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, son héritage n'est pas celui de la terreur, mais celui de résilience. Que pensez-vous du sort d'Élisabeth ? Croyez-vous qu'elle trouvera la paix après tout ce qui s'est passé au Crillon, ou le souvenir de René la hantera-t-il à jamais? Partagez votre avis dans les commentaires. Des années ont passé depuis la chute de l'hôtel Crillon, et il ne reste plus que des ruines, envahies par la végétation et chargées d'histoire. Loin de Paris, Élisabeth trouve enfin un nouveau départ. Dans une petite ville côtière, elle ouvre un café, un nouveau départ, qui symbolise sa volonté de se libérer du poids du passé. Le souvenir de René est toujours vivant dans son cœur, mais elle comprend que la vie continue, et que son amour et son sacrifice n'ont pas été vains. Un jour, contemplant l'horizon, elle sourit, sachant qu'il a enfin trouvé la paix. Comment imaginez-vous l'avenir d'Élisabeth après tout ce qui s'est passé? Pensez-vous qu'elle trouvera la paix intérieure ou son deuil sera-t-il long et douloureux? Partagez votre avis dans les commentaires. Si l'histoire de René et Élisabeth et leur combat contre la malédiction de l'hôtel Crillon vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'avez-vous pensé du sacrifice de René? Croyez-vous qu'Élisabeth trouvera la paix après tout ce qui s'est passé? Si vous avez apprécié cette intrigue pleine de mystères et d'émotions, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Partagez avec vos amis et ne manquez pas la prochaine grande aventure. Votre avis compte beaucoup pour nous. Nous comptons sur vous.